Donc, moi, je suis dans un mouvement politique où il y a des grands économistes qui ont dit aux gens, il faut le lâcher. Ça, c'est une affaire de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, c'est eux qui ont été lâchés. Et depuis, ils sont portés disparus. En tout cas, pour l'instant, le Mali avance. Celui qui veut revenir, le train est là. Mais pour vous qui rentrez là-dedans. Sinon, le train de la refondation n'attend personne. Tu rentres là-dedans, tu discutes. Si tu n'es pas d'accord, tu descends. Mais dire que tu vas finir de discuter avant de venir avec nous, là, nous, on est partis. Nous, on est partis vers la refondation. Voilà là où le Mali se trouve avec la CEDEAO. La CEDEAO menace plus qu'elle n'écoute nos pays, les difficultés et nos attentes. Elle sanctionne sans limite plus qu'elle aide les États en transition. On l'a vu recevoir de manière éhontée des injonctions de chefs d'État étrangers et se précipiter à appliquer à nos États les ordres venus d'ailleurs. On l'a vu ici. Je n'ai pas besoin de rappeler. Je crois que les ambassadeurs de ce pays même doivent avoir honte que ce soit un chef d'État d'un autre pays qui menace, qui dit qu'il va dire à votre président de faire des injonctions. J'ai vu l'aide d'un diplomate qui voulait protester le même jour. Il a fallu que ses camarades lui disent vraiment, il vaut mieux laisser cette lettre. Il vaut mieux démissionner mais ne publiez pas parce que ce serait mauvais pour l'histoire de votre pays. Voilà c'est dans quoi les gens se sont retrouvés. Nous ne sommes pas de cette agence-là. C'est du français classique, mais je ne fais pas le pédant. Parce que souvent, il paraît pour impressionner les gens, il faut parler français classique. Quand se bat, et ça agrémente. En tout cas, nous ne sommes pas de ces gens-là. Au Mali, notre problème, c'est résoudre nos difficultés et tout. Et tantôt, la CEDEAO donc se trouve éloignée totalement des intérêts de notre pays. Elle se trouve aujourd'hui dans les mains de quelques personnes qui l'ont transformée, non en organisation sous-régionale des peuples, mais en une réunion épisodique, souvent même se réunissant sur commande, même là on ne doit pas se réunir, sur injonction des chefs d'État extra-africains. Là, c'est donc se réunir à Dakar, à Accra, pour prendre des résolutions, c'était interdit, c'était illégal. Elle s'est déplacée à New York pour prendre des résolutions, c'est illégal, parce que quelqu'un voulait. Même les lieux de réunion, vous ne pouvez pas les tenir sans que quelqu'un d'autre ne vous dise là où vous devez les tenir. Mais ça, c'est quel genre d'organisation? Et finalement, la réalité, c'est qu'ils avaient décidé d'utiliser les sanctions contre le Niger pour organiser une cabale diplomatico-militaire pour déstabiliser le Niger. Une fois le Niger déstabilisé, on attaque le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, c'est le Mali. Nous avons décidé, ce plan malveillant, avant qu'on vienne de le présenter, qu'on le renverse purement et simplement, et y mettre là-dedans un bon plat pour les pays de l'AES. C'est ce qui était prévu. Le Niger n'était qu'une étape. Nous avons une très bonne lecture de l'histoire. On ne voulait pas nous attaquer directement. On ne voulait pas vous attaquer, vous les Maliens. On voulait passer par vos frères. Si vous acceptiez ce qu'on faisait à nos frères, après c'est le Burkina. Après le Burkina, c'est nous. Et c'est pour cela que, lorsqu'il est devenu clair pour nous que la décision a été prise de noyauter le Niger, de l'étrangler, de servir de passage pour une autre opération militaire de déstabilisation de ce pays, nous avons pris nos responsabilités et nous avons réaffirmé ce que nous avions dit. Personne ne doit se tromper quant à ses intentions contre le Niger. Deuxièmement, tous ceux qui vont utiliser des considérations juridiques fallacieuses, comme la présence de dans la CEDEAO, nous allons les retirer. Nous y sommes sortis. On est venu nous dire, oui, il faut 1 an pour formaliser. Mais quand ils nous sanctionnaient, ils ont pensé à ça. Toi, tu commences tes problèmes, maintenant quand ça chauffe, tu dis qu'il faut la loi. Mais la loi là était où quand tu décidais? Il n'y a aucune des mesures de la CEDEAO, aucune, je précise, qui est conforme à la légalité. C'est pour cela que nous avons quitté. Donc il faut que les Maliens comprennent, nous n'avons pas décidé de quitter. Les pressions pour quitter datent de 2-3 ans. Mais nous avons un président très patient, avec une équipe qui a le sens de l'histoire, de l'économie, de la géographie. Il fallait qu'on tranche d'abord le nœud gordien. Il fallait que le Mali gagne la guerre.
Une fois cela gagné, maintenant il faut résoudre tranquillement les problèmes. On nous a obligés. Nous n'avions pas le choix. Parce qu'aucun mécanisme de notre président de la CEDEAO ne fonctionnait plus. Tout était destiné et résolu de façon arbitraire. Voilà ce à quoi nous avons assisté. Et non seulement ces sanctions ont contribué à cimenter le fort rejet de la CEDEAO par les populations africaines, mais elle a également fait naître un doute sérieux sur son autonomie d'action vis-à-vis des puissances étrangères. L'accumulation d'actes inamicaux posés par les CEDEAO a rendu inévitable le retrait des États qui subissent au quotidien l'injustice, l'acharnement et l'hostilité d'une organisation à l'avènement de laquelle ils ont contribué. Et c'est pour cela que nos trois présidents, je crois, allant dans le sens de l'histoire, allant dans le sens du souhait de leur peuple, allant dans le sens forcément victorieux, tôt ou tard, le président de la transition du Mali, le président de la transition du Burkina Faso, le président de la transition du Niger ont décidé de retrait simultané de tous nos pays de cette OVNI, organisation volant non identifiée, dont on ne sait pas où est-ce qu'elle va, pour nous tracer un nouveau chemin aujourd'hui. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais que cette décision mûrement réfléchie, que je suis en train d'exposer devant vous, parce que vous êtes l'une des chevilles ouvrières de l'État malien. Si vous entendez souveraineté militaire, oui, mais la souveraineté économique, celui qui ne l'a pas, vous êtes en train de parler. Pour avoir la souveraineté économique, vous ne pouvez pas le faire sans un accord, une complicité positive avec le monde des affaires. Et c'est pour cela que j'ai décidé, dans le lot des forces vives de la nation, qu'il faut rencontrer et leur expliquer ce qui se passe. Il fallait commencer par vous. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui sont d'ordre économique et financier. Militairement, je vous assure, ils ne peuvent rien contre nous. Je le dis haut et fort. Celui qui touche un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Mais on est liés de façon économique. À ce niveau aussi, nous comptons sur vous, sur votre ingéniosité. Tous les théoriciens de l'économie avaient prévu en janvier 2022 que notre gouvernement allait tomber. Les opérateurs économiques maliens n'ont pas parlé. Ils ont agi. Et on a vu les résultats. C'est pourquoi je dois répéter. Beaucoup me tout d'art. Et comment on peut commis? Alors, nous avons un livre d'économie, nous là. Nous ne pouvons pas parler de les Djoula maliens, partout vous parlez dans la sous-région, là. Leurs origines, c'est au Mali. Vous trouvez des gens qui ont 2, 3 en classe, vous les mettez dans les affaires, ils vont battre leurs professeurs. Ce n'est pas les gros diplômes qui font les affaires. Les affaires, là, c'est dans le sang. Ceux qui vont chercher les gros diplômes des affaires, là, ça, c'est des corrompus. La plupart, ils font d'ailleurs la concurrence déloyale aux hommes d'affaires. Les hommes d'affaires maliens, diplômés, des grandes écoles, un Wotrotigi, c'est eux qui font le Mali. Là où nous sommes aujourd'hui, notre armée a joué son rôle. La suite maintenant, notre économie doit tenir. Et je vous assure que la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté diplomatique, quand nous allons les maîtriser à main, dans quelques années, je suis convaincu qu'il y a d'autres qui vont vous dire que vous avez fait une période exaltante dans votre histoire. Et soyez sûrs, tous les grands peuples, je vous dis, dans leur histoire, les moments décisifs, c'est des moments de crise. La Russie est là. On a pris l'embargo contre la Russie en 2014, plus celle de 2023. Moi, j'ai fait mes études en Russie. Dans les années 80, même le pain qu'on mange est importé du Canada ou des États-Unis. Les Russes ne produisaient pas du pain. Mais quand on a commencé à faire des embargos contre eux, c'est aujourd'hui, je vois des présidents ridicules qui disent qu'ils vont aller à la Russie pour lui prier de donner du blé au monde. Pendant ce moment, toi, tu fais le dessin animé là, pour dire qu'on doit sanctionner le Mali. Mais ceux qui vendent le blé au monde maintenant, pourtant il y a quelques années, c'est eux qui commandaient le blé. Les engrais, c'est la même chose.
J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'aujourd'hui, quand vous prenez en termes numériques ce que la Russie engrange en termes de vente de produits agricoles, c'est plus que ce qu'elle a dans les armements. Chacun de ces tournois est venu avec un embargo. Donc vous avez un défi. Sans compter que les statistiques économiquement nous avons étudiées. Ce que nous perdons en acceptant cette vassalisation est pire, 1000 fois pire que ce que nous allons assumer en restant nous-mêmes. Et que les gens apprennent à nous respecter. On ne peut pas continuer à nous parler comme un petit peuple. C'est un peuple qui a une grande histoire. Les dirigeants du Mali ne doivent pas être des gens comme Trimban dans les couloirs, on les menace. Nos opérateurs économiques ne le sont pas. C'est ce que je voulais vous dire. Vous dire qu'honnêtement, notre réussite en grande partie dépend de vous. L'AES aujourd'hui, mesdames et messieurs, doit être confiante à l'avenir. C'est 70 millions d'habitants, selon les statistiques de la CEDEAO. Son poids économique, dans les échanges, on nous a fait comprendre que c'est des pays pauvres. Attendez, dans 5-6 ans, vous verrez qui est le plus riche. Il faut aussi noter que les 3 pays restent membres de l'UEMOA. Pour le moment, ils bénéficient donc de la liberté de circulation au sein de tous les pays de l'UEMOA. L'accès à la mer reste donc valable à travers nos pays frères, pour ceux qui voudraient bien qu'on exerce cette fraternité. Vous savez, les ports, quelqu'un a dit ici, il y a les ports d'Abidjan, il y a les ports de Dakar, mais ces ports-là, quand on les construisait, c'était surtout pour les pays de l'Interland. Nous sommes interdépendants et interliés. Que chacun réfléchisse et n'agisse pas par procuration des autres. Mesdames et messieurs, la Mauritanie est un pays que je voudrais saluer ici. Pendant l'embargo, tout a été fait pour nous embrouiller avec la Mauritanie. Des forces noires sont allées jusqu'à exécuter des citoyens mauritaniens pour nous salir. Ils ont fait la même chose en Guinée. Heureusement que les autorités de ces pays, les pouvoirs, ont fait preuve de capacité de discernement pour ne pas mélanger les choses. La sortie de la CEDEAO, mesdames et messieurs, permettra au Mali de définir des politiques commerciales optimales et plus avantageuses, d'avoir la liberté de prendre certaines décisions politiques et économiques, dénouer et signer des accords avec d'autres pays, organisations sous-régionales ou internationales. Enfin, que doivent faire nos 3 pays de l'AES, mesdames et messieurs? Mutualiser nos intelligences, nos ressources. Par exemple, il faut identifier et gérer les barrières non tarifaires, alléger les barrières tarifaires, faciliter les sanctions économiques et commerciales, les transactions économiques et commerciales pour les opérations d'exportation et d'importation. Ce travail de mutualisation de nos opportunités reviendra à nos États. Nous avons la ressource humaine, les techniciens, pour nous trouver les solutions qui sont attendues par notre peuple. Mesdames et messieurs, restons confiants et gardons à l'esprit que personne ne viendra faire nos pays à notre place. Toutes les grandes nations se sont construites dans la douleur. Nous sommes à cette étape de la vie de nos nations. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous. Je voudrais terminer en rassurant que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation, des préoccupations de nos compatriotes, en particulier les opérateurs économiques, face à la décision de retrait de la situation, de la CEDEAO. Effectivement, le président du patronat vient de nous informer qu'ils sont en train de réfléchir. Le ministre de l'Enseignement supérieur nous a informé que les professeurs d'université sont en train de réfléchir. Celui de la justice, nous allons faire une opération de grande envergure dans tous les domaines pour que les gens sachent qu'au Mali, il y a un État souverain, indépendant, avec des dirigeants qui ont décidé d'assumer leur mission historique pendant qu'ils sont là, que le Mali bouge. Après eux, le peuple décidera de ce qu'il faut faire. En vue de ça, la prise en charge des conséquences éventuelles de ce retrait, le Conseil des ministres extraordinaire du 29 janvier, sous la haute présidence du président de la transition, a mis en place un comité de pilotage de haut niveau pour exploiter ce retrait comme une opportunité de développement, de plus de croissance économique, de paix, de stabilité et de réaffirmation de notre souveraineté. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous rassurer
que rien ne sera plus comme avant. Il y a l'avant, il y a l'après sortie de la CEDEAO. Retrousser les manches pour, comme je l'ai dit, dans quelques années, ceux-là qui pensent que le Mali est comme leur paillasson, comme notre ministre l'a dit l'autre jour, ils verront que ce malade-là, il n'est plus celui qu'ils avaient dans les années 2000. Il s'est assis, vous l'avez nourri, vous l'avez fait debout, marcher, courir dans le Conseil des Nations. Et il a des dirigeants qui lui ont donné confiance. La confiance, vous êtes dans les affaires, vous le savez. C'est la première des choses chez un homme. Quand vous avez confiance dans ce que vous faites, vous allez réussir. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez pas réussir. Nous voulons que le peuple malien ait confiance